Qui dit gouvernance, Anne, dit administrateur. Quel est selon vous le profil d'un bon administrateur et y a-t-il seulement un profil type? Non, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de profil typique de l'administrateur, puisqu'en fait, on peut très bien être un bon administrateur dans une entreprise, convenir à cette entreprise et ne pas convenir pour une entreprise. Pourquoi? Parce qu'un administrateur, c'est un mix de compétences, de savoir-faire, mais surtout de savoir-être. Et s'il n'y a pas le fit avec le dirigeant, si on n'est pas convaincu en tant qu'administrateur du modèle de l'entreprise, si on ne sait pas jouer collectif dans une entreprise, non, ça ne fonctionnera pas. Et donc on revient à la question, un peu à la question précédente, c'est que bon, chaque entreprise a la gouvernance qu'elle se choisit et intégrer le bon administrateur est quelque chose d'important. Alors ceci étant, il y a quand même des caractéristiques communes parce que bon, un bon administrateur, bon, c'est quelqu'un qui effectivement apporte un certain nombre de compétences recherchées par l'entreprise, qui apporte une expérience d'un marché ou de plusieurs marchés et de différents secteurs d'activité en France ou à l'international. Bon, une entreprise qui veut se développer à l'international aura tout intérêt à choisir un administrateur qui a cette expertise-là. Et puis, dans la relation, je dirais, dans la relation au sein de l'entreprise, avoir un administrateur qui sait poser les bonnes questions, qui a du courage, qui sait se questionner avec bienveillance, qui sait aussi décider, et qui joue collégialement avec le reste du conseil est quelque chose d'important. Pour mémoire, un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, ce sont effectivement les structures, c'est la réunion d'humains autour d'une table et que la responsabilité de ce conseil, elle est collégiale. Donc il est complètement important que les valeurs humaines soient évaluées correctement dans le recrutement d'un administrateur au même titre que les compétences. Pour aller plus loin, certaines grandes écoles ont récemment lancé des formations d'administrateurs, voire d'administrateurs certifiés. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir suivi l'une de ces formations pour être un bon administrateur aujourd'hui ? C'est une bonne question parce qu'on parle effectivement beaucoup aujourd'hui de la formation des administrateurs. Oui, un administrateur doit se former, doit se tenir au courant de l'actualité et de l'évolution de la gouvernance de l'entreprise, mais ce n'est pas parce qu'on a une formation qu'on est un bon administrateur. Comme je vous le disais précédemment, être un administrateur, c'est un mix entre des compétences, entre un savoir-faire, entre un savoir-être. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces formations répondent à un besoin du marché, répondent à la professionnalisation de cette fonction d'administrateur, mais ce n'est qu'une des facettes et qu'un des atouts de l'administrateur aujourd'hui. Les questions de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE, ont pris de plus en plus de place dans l'entreprise aujourd'hui. Quel rôle joue selon vous la RSE dans la gouvernance d'entreprise ? C'est un rôle qui est en constante augmentation. Les grands groupes aujourd'hui sont obligés, de par la loi, de publier un certain nombre d'indicateurs sur la RSE. Là, effectivement, si on fait un rappel par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment, la réglementation, elle est passée par là. Donc, il a fallu à un moment donné une réglementation pour obliger les entreprises à s'intéresser à la RSE. Certaines l'avaient fait avant, et certaines l'avaient fait avant parce qu'elles s'étaient aperçues que ça avait un impact positif sur leur coût et aussi un impact positif sur l'environnement au sens large. C'est-à-dire que les consommateurs sont beaucoup plus avisés. Certains consommateurs font très attention effectivement à la politique environnementale des entreprises, au choix fait par l'entreprise. Une entreprise, c'est quand même un lieu où vivent des humains entre eux qui travaillent. Le respect de l'être humain, la promotion, l'égalité dans l'entreprise sont des dimensions qui sont de plus en plus regardées et vues. Et donc oui, les grands groupes se sont aperçus que ça avait un effet positif sur leur évaluation. On voit aussi d'ailleurs que les analystes financiers aujourd'hui intègrent dans leur évaluation des critères extra-financiers, dont les critères de RSE. Donc oui, la RSE a de l'avenir et je pense que ça va dans le bon sens. Et ça ne concerne là encore une fois pas que les grands groupes, puisque beaucoup de PME et de PMI s'y intéressent et sont souvent
parce qu'elles ont une taille beaucoup plus, je dirais, humaine et sont souvent beaucoup plus proches, beaucoup plus rapides dans la mise en place de critères de RSE. Enfin, pour terminer, une question, et non des moindres, qui devrait vous concerner très directement. Que pensez-vous des quotas de femmes dans les conseils d'administration ? Ça, c'est effectivement une question très d'actualité. Alors, Viviane Reding, qui est membre de la Commission européenne, a dit au mois d'octobre au Women's Forum qu'elle n'aimait pas les quotas, mais qu'elle aimait ce qu'ils faisaient. Et un peu comme la RSE, effectivement, il a fallu la mise en place de quotas pour quelque part booster ou obliger un peu les entreprises à ouvrir leur conseil d'administration à des compétences différentes en intégrant les femmes. De mémoire, en France, les quotas, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a la loi Ziman-Copé de 2011 qui oblige les entreprises cotées ayant 50 millions de chiffre d'affaires et 500 employés à ouvrir leur conseil d'administration et à compter 20% de femmes à partir du 1er janvier 2013. Et aujourd'hui, la moyenne est au-dessus de à peu près 21,5%. Et à atteindre 40% de quotas de femmes au 1er janvier 2017. Ça, c'est pour les entreprises cotées. Dans le public, il y a la loi Sauvadet de 2012 qui, effectivement, oblige les entreprises publiques à nommer des femmes. Ceci étant, la loi concerne, comme je viens de vous le dire, les grands groupes et le paysage des entreprises, c'est quand même beaucoup plus vaste, Dieu merci. Et en fait, la mise en place d'une gouvernance mixte et diverse dans les entreprises doit aussi concerner toutes les PME et les ETI. Et il est prouvé aujourd'hui qu'ouvrir son conseil d'administration à des compétences différentes à des femmes est source de richesse pour l'entreprise, que les entreprises qui jouent le jeu s'aperçoivent qu'elles ont des conseils d'administration qui sont beaucoup plus riches, qui sont beaucoup plus proactives. Une étude récente aux États-Unis a montré que la mixité, la présence de femmes au sein des conseils d'administration et la prise en compte de critères de diversité dans un board était source de croissance supplémentaire pour les entreprises. Et je conclurai sur ce point-là que je pense que la vie d'une entreprise, l'organisation d'une gouvernance dans les entreprises, la décision, la mise en place, le contrôle d'une stratégie, elle doit se faire avec des femmes et avec des hommes et pas avec des hommes contre des femmes. Et je pense que toutes les entreprises qui jouent le jeu et qui s'engouffrent dans cette voie de la mixité, de la diversité, ont tout à gagner et feront la différence par rapport à l'entreprise. Merci Anne d'avoir participé à notre émission et d'avoir répondu sans tabou à nos questions. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission et d'ici là, n'hésitez pas à réagir et à poster vos commentaires sur notre blog au www.contributionly.com. Au revoir et à bientôt.